Pourquoi le 10% par an sur le S&P 500 qu'on entend partout est pour moi un énorme piège. Donc salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient partout dans le monde de l'investissement. C'est 10% par an sur 10 ans, 20 ans, 30 ans sur le S&P 500. Ça va nous permettre d'être millionnaire grâce à l'effet des intérêts composés. Le S&P 500, oui, c'est l'indice le plus populaire au monde. Il rapporte en moyenne 10% par an. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Surtout en tant qu'investisseur, est-ce qu'on peut vraiment espérer atteindre cette performance? Et donc, dans cette vidéo, on va explorer plusieurs aspects pour répondre à cette question et pour vraiment comprendre cet aspect. Premièrement, on va voir l'idée reçue des 10% annuels sur S&P 500, d'où ça vient, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et pourquoi pour moi ça peut être souvent assez trompeur. Deuxième point qu'on va aborder, c'est les rolling returns. On va expliquer déjà ce que c'est et comment ça nous permet d'analyser les performances réelles du S&P 500 sur différentes périodes. Troisième chose qu'on va considérer, c'est l'horizon d'investissement et l'effet des intérêts composés. On va discuter de l'importance de la durée de l'investissement et du coup de l'impact des intérêts composés sur la performance. Et dernier point, on va avoir les précautions à garder à l'esprit. C'est de l'investissement, il y a des risques, il y a de l'incertitude. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire à 100% le futur, surtout en finance. Avant de rentrer dans le détail du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Nicolas Domnesque. J'ai étudié à Paris Dauphine et HEC Paris en finance, donc je suis diplômé de ces deux écoles. J'ai pu travailler en banque d'investissement, donc Société Générale et BBVA. Moi, ça fait depuis 2017, donc depuis j'ai 18 ans que j'investis en bourse. Et en 2024, j'ai créé e-investing. On est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. On les accompagne de A à Z. Donc, pour revenir à la vidéo, le piège du 10% par an sur le S&P 500, on va comprendre ça en détail avec déjà d'où ça sort, sa moyenne historique, vraiment comprendre ces choses-là. Donc déjà, le S&P 500, je pense que tu sais ce que c'est. C'est les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est un vieil indice. C'est considéré comme un peu le baromètre de l'économie américaine. Et depuis sa création, ça a affiché une performance de quasiment 10% par an, 9,81 pour être précis. Après, c'est avant impôt, avant inflation. Donc, bref, c'est un peu la performance, on va dire, brute, qui est de plus ou moins 10% par an. Donc oui, sur le papier, c'est une très belle performance. C'est prouvé historiquement, c'est ce que ça a affiché. Mais il faut comprendre un peu les nuances derrière cette moyenne. Premièrement, ça a été calculé sur une très longue période de temps. Donc il y a eu des décennies de croissance, il y a eu des périodes de crise. Voilà, la crise de 2008, il y a eu des chocs pétroliers, etc. Donc il y a une performance annuelle, mais sur un horizon de temps très long. Donc 10% par an, oui, mais chaque année, il y a des grosses disparités et chaque année, on n'aura pas un 10% par an très lisse. C'est vraiment un peu les montagnes russes. Des années, ce sera beaucoup, des années, ce sera beaucoup moins. Donc voilà, comme on peut le voir sur ce graphique. Deuxième chose à comprendre, c'est les rolling returns. En gros, pour mieux comprendre la réalité des performances du S&P 500, il faut parler des rolling returns. Mais concrètement, c'est quoi? Donc, les rolling returns, c'est un peu les rendements roulants, les performances roulantes, qui permettent d'analyser la performance d'un indice sur des périodes glissantes. Par exemple, sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et par exemple, si on est en 2024, 2025 et qu'on fait le rolling return sur 10 ans auparavant, on va regarder la période du coup de 2015 à 2025 et on va regarder la performance annualisée. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler cette fenêtre d'une année en arrière et on va le faire ainsi de suite jusqu'à aller en 1900, 1926. Et donc cette méthode, ça va nous permettre de voir combien de fois, historiquement, un investisseur aurait réellement atteint ou dépassé la moyenne de 10% par an sur différentes périodes. Et les résultats nous disent que sur 10 ans, obtenir exactement 10%, c'est assez rare. Et donc, au niveau de ces rolling returns, on voit que le 10% par an, c'est une moyenne assez lissée. On voit que si on investit sur un horizon de temps de 10 ans, ça se trouve, on peut avoir une performance bien inférieure, voire bien supérieure. Donc, 10% par an, c'est une moyenne sur un horizon de temps qui est très long. Ça se trouve, on arrive sur une période sur les 10 ans à venir où on va se prendre vraiment un 5% par an en moyenne. Ça se trouve, ça peut être une performance négative. C'est très peu probable, mais c'est probable. Donc, vraiment, le 10% par an, faut pas oublier que c'est sur une période d'investissement qui est très, très longue. Donc, c'est pour ça on va vraiment considérer l'horizon de temps d'investissement et l'effet des intérêts composés. Donc, premièrement, on le sait tous, il faut investir le plus jeune possible et le plus longtemps, parce que, comme on l'a vu dans la partie précédente, avec le rolling returns, si on le fait que sur un horizon de temps pas assez long, bon, on peut avoir une performance inférieure à 10%, voire supérieure, mais ça peut être aussi inférieur. Donc, si on investit plus longtemps, on permet de se rapprocher le plus possible du 10%, qui est quand même des performances passées. Voilà, donc plus la durée de l'investissement est longue, plus les gains potentiels peuvent croître de manière exponentielle et se rapprocher des 10% par an. Par exemple, si on investit sur 30 ou 35 ans, ça donne plus de chances de se rapprocher de cette fameuse moyenne de 10%, même si, comme je l'ai dit plusieurs fois, elle n'est jamais garantie. Et une manière de le faire, c'est le DCA. Je vous apprends rien.
investir progressivement, de manière régulière, des montants fixes, par exemple tous les mois. Comme ça, on investit de manière progressive, on lisse le coût d'achat et on lisse les variations du marché, et on limite le risque de timing. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le DCA ne permet pas nécessairement d'atteindre une moyenne de 10% par an parce qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. En effet, cette moyenne est assez théorique, comme je l'ai dit, et c'est surtout basé si on investit tout notre argent le 1er janvier. Donc, si on investit le 1er janvier et qu'on conserve et que l'année fait 10%, bah, bien sûr, là, on va faire 10% par an. Mais comme si nous, et la plupart des investisseurs, on va faire du DCA, donc on va rentrer au fur et à mesure de l'année. Et si on prend l'hypothèse qu'on a une croissance qui est linéaire, eh bien, on fera jamais du 10% par an, on fera moins parce qu'on est rentré de manière progressive. Et la croissance, ça sera jamais linéaire, donc on peut faire moins, on peut faire plus. Donc, c'est pour ça que le 10% par an, en réalité, on le fera. Avec le DCA, il y a de grandes chances qu'on fera moins parce qu'on lisse nos points d'entrée et que si ça fait 10% sur l'année du 1er janvier au 31 décembre, nous, comme on rentre de manière programmée, on fera moins que 10%. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand on investit progressivement avec du DCA, la performance réelle, il y a de grandes chances qu'elle soit inférieure à la performance théorique de 10% parce qu'on lisse nos investissements et ça dilue du coup la performance finale à la fin de l'année, même si ça réduit le risque. Ensuite, les précautions à garder à l'esprit. Donc, on a vu que le 10%, il est assez théorique. Si on fait du DCA et que la performance théorique de 10% est vraie, ben en vrai, on fera moins. Mais c'est quoi les précautions à garder à l'esprit? Donc, il faut se rappeler que, premièrement, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Il n'y a pas de garantie, on n'a pas de boule de cristal. Ensuite, le S&P 500, sur l'année 23 et 24, il y a eu des grosses performances. Si on prend l'hypothèse de moyenne, bah, ça se trouve, ça peut faire une moyenne. Ça peut être en dessous de 10%, puisque les années d'avant, on a une moyenne à la hausse. Après, ça se trouve, ça va encore surperformer, on n'en sait rien. Et enfin, les conditions économiques, politiques et technologiques, ça peut évoluer de manière imprévisible. Le Covid en 2020, personne n'a pu l'anticiper. Et donc, bref, on n'a pas de boule de cristal, on peut rien prévoir à l'avance. Et aussi, quand on investit sur S&P 500, il y a pas mal de boîtes tech, c'est assez volatile. On peut avoir un horizon de temps d'investissement qui est long, mais sur une période de 5 à 10 ans, on peut se prendre une traversée du désert et vraiment avoir notre portefeuille qui fait que de chuter. Donc, faut être vigilant face à ça. Le S&P 500, il y a des risques. C'est pas un MSCI World, même si dans 75% du MSCI World, c'est quasiment le S&P 500. Bref, c'est pas non plus des obligations. Donc, faut faire attention à la volatilité du S&P 500. Donc, pour conclure, 10% par an sur le S&P 500, pour moi, c'est vraiment un piège. C'est vraiment un abus de langage pour un profil débutant, pour un profil intermédiaire ou avancé. On peut pas dire ça parce que de manière théorique, oui, il y a 10% par an. De manière pratique, il n'y a pas 10% par an. Et même de manière théorique, il y a de l'inflation, donc le 10% par an, il est avant inflation, il y a des impôts, donc la performance nette, elle sera inférieure. Donc bref, c'est pour moi vraiment juste un abus de langage pour un profil débutant. Et si vous souhaitez aller plus loin, que vous voulez vous former pour vraiment mettre en place un portefeuille en bourse optimisé, vous pouvez faire des ETF avec juste le S&P 500 et très bien, ça va fonctionner. Mais si vous voulez aller plus loin, que mettre un portefeuille plus adapté à votre profil de risque, aller un peu plus en détail dans l'optimisation, que ça peut être fiscal, les frais, etc. J'ai créé une formation gratuite dans laquelle je vous explique tout en détail, avec surtout les choses à ne pas faire et les choses à faire. Après, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon partage d'opinion. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis la formation qui est en description de cette vidéo YouTube. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder. Et cette vidéo YouTube vous a plu, je vous invite à la liker, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous voyez aussi d'autres pièges de S&P 500, me le dire en commentaire, je vais lire tous les commentaires et y répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt.